Chers amis du potager du paresseux, une vue et une position tout à fait inhabituelle dans cette série de vidéos. Si je vous présente aujourd'hui ma chaudière à pellets, donc à granulés de bois, vous verrez qu'il y aura une liaison directe avec le potager. Mais c'est aussi un engin avec lequel je partage le 10e anniversaire depuis sa mise en route. Je m'explique. Je considère que j'aurais pu mourir lors de mon infarctus en 2007 et donc il me plaît de me prendre pour un jeune adolescent d'une dizaine d'années. Très exactement, dans quelques semaines, je vais fêter mon 11e anniversaire depuis ma renaissance. À l'époque, dans ma chambre d'hôpital, toute la vie est repassée dans mon esprit et je me souviens très bien de ce matin où je suis arrivé à la conclusion fort sympathique, fort encourageante, que j'avais eu une belle vie si je devais mourir. Avec une petite pointe d'amertume, c'est qu'à cet endroit, il restait toujours une chaudière à fioul à ce moment-là. Chaudière à fioul qui marchait très bien, mais qui donc pesait lourdement dans notre bilan carbone au niveau de la maison. Je m'étais X fois renseigné sur les chaudières à granulés de bois, mais j'avais, je vais réutiliser ce terme, procrastiné, remis au lendemain une décision. Il faut reconnaître qu'un engin comme ça vaut à peu près, à l'époque, dans cette version-là, dans les 15 000 €. Donc ce n'était pas une décision tout à fait facile. Donc une fois que j'avais récupéré, que j'étais revenu en forme, la première chose, le premier chantier que j'ai entrepris, bien avant le potager du paresseux, c'était de bazarder cette chaudière à fioul et de la remplacer par une chaudière à granulés de bois. Et j'ai été sur ce que j'ai considéré à l'époque comme étant le top, sur un modèle relativement rare de chaudière à granulés de bois à condensation. Donc il y a à l'arrière de cette machine un condenseur qui permet de récupérer la chaleur contenue dans les gaz et dans la vapeur d'eau que rejette la chaudière. Donc ici derrière la chaudière, vous avez ce condenseur avec les retours d'eau froide, départ d'eau chaude. Les gaz qui sortent de la chaudière sont propulsés vers le bas par un ventilateur et sortent ici dans la cheminée. Ils sont tellement bien essorés qu'à la sortie de la chaudière, vous voyez que je peux sans aucun problème mettre ma main sur le conduit parce que toutes les calories ont été récupérées. Et je peux rester comme ça, c'est à peine chaud. Donc c'est comme ça que ces chaudières-là atteignent des rendements mesurés par rapport au pouvoir calorifique inférieur, supérieur à 100%. Deux mots, je vous montrer à quoi ressemblent les pellets. Le silo est ici à ma gauche, je peux stocker à peu près 8 ou 9 tonnes de granulés de bois qui sont soufflés dans cette réserve. Et à partir de cette réserve, ils arrivent dans ce réservoir intermédiaire où la chaudière est en train de les prélever pour les brûler de façon optimisée en permanence. Vous avez ici toute une platine électronique qui contrôle l'ensemble des opérations et notamment le parfait dosage entre les granulés de bois, donc le combustible, et la quantité d'air, donc la quantité d'oxygène. Pas beaucoup de trop, sinon c'est de l'air chaud qui monte dans les cheminées et qui part aux oiseaux, mais bien sûr toujours suffisamment pour que ne se produise pas de fumée noire par manque d'oxygène et par combustion incomplète.
cette buanderie nous sert aussi de stockage de tout et n'importe quoi, comme vous le voyez. Et j'ai ici, dans ce bocal, donc des granulés que j'ai prélevés lors d'une livraison. Hein, donc ce sont des sciures, en l'occurrence des sciures de résineux purs, comprimés, séchés, ramenés à environ 7-8% de taux d'humidité. Donc c'est beaucoup plus sec que ne peut l'être le bois que vous faites sécher. Et c'est donc un des éléments qui permet d'optimiser la combustion. Plus une combustion est chaude, et plus elle est complète, et plus le rendement est élevé, et plus elle est propre. Plus votre bois est humide, plus il fume, plus il vous pique les yeux, et plus il pollue. Donc c'est la raison pour laquelle une chaudière à pellets comme celle-là arrive à des taux de pollution quasiment équivalents à ceux d'une chaudière à mazout en termes de particules, en termes d'émissions d'autres polluants, ce qu'on appelle les composés organiques volatiles, etc. Mais avec l'énorme avantage, c'est que le carbone qui est là-dedans a été prélevé par l'arbre dont est issue cette sciure dans l'atmosphère. Quand ma chaudière brûle cette biomasse, le carbone va être oxydé, retourne dans l'air par la cheminée de la chaudière et donc remplace le CO2 que la plante, en l'occurrence l'arbre, avait prélevé. Donc c'est une combustion quasiment neutre en gaz carbonique ou en dioxyde de carbone. Je dis quasiment neutre parce que bien évidemment l'abattage de l'arbre, son transport, la livraison des granulés en camion chez moi a consommé un tout petit peu de dioxyde de carbone, a consommé un tout petit peu de pétrole, on va dire, qui a généré un tout petit peu de dioxyde de carbone d'origine fossile. On estime que sur des circuits courts, ces pellets viennent d'une usine qui est située à peine à une dizaine de kilomètres. Sur des circuits courts comme ça, l'énergie grise contenue dans ces granulés est d'environ 2 à 3%. Donc quand je rejette 100 grammes de dioxyde de carbone, il y a 2 ou 3 grammes de pétrole liés à l'abattage des arbres, à leur débardage, à leur transport et à la livraison de ces granulés chez moi. Alors j'espère que vous me pardonnerez cette incursion dans quelque chose qui ne concerne pas du tout le jardinage, mais ma conviction est aussi qu'il faut toujours dans un ménage traiter l'ensemble des problèmes et l'ensemble de son bilan écologique, et donc mon potager n'est pas indépendant de la maison. Et donc, comment dire, les démarches que je fais pour avoir une production maraîchère, production de légumes respectueuse de l'environnement, n'auraient aucun sens si par ailleurs je continuais de vivre comme un cochon. Mais le lien est beaucoup plus étroit encore, dans le sens où cette chaudière, à partir donc de ces granulés entièrement naturels, sans aucun colorant, sans aucun produit de traitement, je répète, ce sont des sciures de résineux compressés, il n'y a pas de colle, hein, c'est le fait de les comprimer à haute température qui fait que ces petits granulés tiennent ensemble. Ils sont pressés à très haute pression à travers une filière et la lignine chauffe légèrement et fait ce film qui ressemble à un film plastique légèrement brillant, je ne sais pas si vous le voyez, donc qui est entièrement naturel, aucun additif là-dedans. Voilà un peu plus près ces granulés luisants, donc granulés de pur résineux, de la sciure de résineux compressé
sécher et compresser. Il peut y avoir éventuellement, de par les normes, avoir un peu d'amidon, donc un peu de farine, qui est aussi un produit naturel lorsque on comprime des sciures qui ne sont pas issues de résine. Donc la combustion de ce produit va renvoyer dans l'air l'essentiel de la biomasse composée donc de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, de phosphore, de potasse, de magnésium, de manganèse, de bore, etc. L'essentiel carbone et hydrogène part à travers la cheminée dans l'atmosphère. C'est pour ça qu'en brûlant un matériau sec, je peux alimenter un condenseur qui va condenser de l'eau. Le carbone finit sous forme de CO2 dans l'atmosphère et il restera au fond de ma chaudière, dans la boîte à cendres, les éléments minéraux que renfermait l'arbre, donc le bois de l'arbre. Et ce sont donc ces cendres-là que je vous montre. Alors je ne fais pas trop de poussière parce que c'est légèrement corrosif, mais donc récemment j'ai vidé le cendrier et j'ai mis ça dans ce carton dans l'attente de l'utiliser donc comme engrais ou comme fertilisant dans mon jardin, dans mon potager. Donc c'est le retour des éléments minéraux contenus dans le bois, retour dans les cycles productifs du vivant. De même que le foin va amener dans mon potager les éléments que l'herbe avait prélevés dans la prairie où ça a poussé, ces cendres ramènent dans mon potager les éléments minéraux que l'arbre avait prélevés dans la forêt où il a poussé. Alors, les arbres sont, je dirais malheureusement, dans ce cas-là et dans cette situation, des organismes extrêmement parcimonieux parce qu'ils poussent dans un environnement relativement pauvre, mis à part, bien sûr, le carbone et l'eau. Là où il y a des forêts, il y a de l'eau, et là où il y a de l'air, il y a du dioxyde de carbone. Donc les arbres se démerdent pour faire le maximum de biomasse et notamment construire leur tronc avec des fibres à base de carbone, d'hydrogène et d'oxygène et très très peu d'éléments minéraux. Ils sont extrêmement parcimonieux à ce niveau-là parce que tout simplement ils vivent dans un milieu pauvre. Et donc je récupère relativement peu d'éléments minéraux. Alors quelques données sur les teneurs de ces cendres. Ma mémoire est de plus en plus volatile et par conséquent je me suis noté ça sur un bout de papier. Les analyses donnent pour les cendres des teneurs qui sont entre 15 et 33% de calcium. Donc c'est essentiellement du calcium. On peut prendre 25% de chaux. Il y a dans les cendres 2 à 6% de potassium. Donc il y a une certaine fertilisation, pas négligeable, mais pas non plus faramineuse de potassium. Il y a de 2,5 à 4,6% de magnésium et il y a de 1 à 6% de phosphore. Donc c'est un apport d'éléments utiles pour les plantes. Il y a encore 3% de différents oxydes, le fer, le manganèse, etc., etc. Une chose à retenir, et je reviendrai dessus quand je vais filmer l'épandage au niveau du jardin, ces cendres ont un effet alcalinisant, c'est-à-dire ont un effet de combattre l'acidité d'un sol. Alors, dans un sol qui est trop acide, cela peut être une très bonne chose. Dans un sol qui est déjà riche en calcium, cela peut être extrêmement, c'est peut-être exagéré de dire extrêmement, mais cela peut être regrettable dans le sens où un pH trop élevé, quand on va au-delà des 8, a des effets clairement négatifs, notamment au niveau de l'insolubilisation d'un certain nombre d'éléments minéraux du sol, en premier lieu le phosphore, mais aussi le fer, qui dans des sols où il y a trop
de ce qu'on appelle du calcaire actif, c'est-à-dire trop d'ions calcium, sont précipités sous forme de sel insoluble, deviennent inaccessibles aux plantes et peuvent créer des complications, donc un manque de phosphore pour les plantes, un manque de fer, avec des maladies qui peuvent s'appeler l'échlorose. Donc, si votre sol est très acide, ce sera une bonne chose. S'il est comme le mien, plutôt neutre, c'est une chose qu'il faut manier avec prudence, hein, pour ne pas mettre un coup de bambou et tout à coup passer d'un pH 6,5 qui est relativement optimum vers un pH de 7,5-8 qui deviendrait progressivement beaucoup moins favorable, pour ne pas dire défavorable. Et si vous êtes déjà sur un sol calcaire très riche en calcaire actif, l'utilisation directe des cendres peut être négative dans le sens où ça pousserait le pH trop loin. Dans tous les cas, soyez prudents et utilisez des quantités raisonnables de cendres en sachant qu'il y a cet effet comparable à la chaux. Et la chaux, vous le savez, c'est des choses qu'on utilise pour stériliser en quelque sorte les cadavres. Donc un apport massif brutal de cendres aurait un effet stérilisant sur votre sol, c'est-à-dire exactement le contraire de ce qu'on recherche. Alors une recommandation qui revient souvent et qui est raisonnable, c'est de ne pas utiliser plus que 70 grammes par mètre carré de potager. Pour ma part, je dirais, on peut facilement aller jusqu'à une centaine de grammes dans un sol ayant un pH acide, donc 6,5 à 6, plus si on est plus nettement acide, et être un peu plus prudent lorsqu'on est dans un sol plus neutre, voire légèrement alcalin. Donc méfiez-vous tout particulièrement si vous êtes sur des roches-mères calcaires qui ont tendance à donner des sols riches en calcium, donc neutres à alcalins. A l'inverse, si vous êtes sur des vieux socles granitiques, sur des landes sableuses, vous avez des sols qui ont de fortes chances, de fortes probabilités, il faut le vérifier bien sûr, mais des fortes probabilités d'avoir une tendance acide, donc des pH qui seraient plutôt du côté de 6, voire en dessous de 6. Donc, sol calcaire, vous pouvez vous y aller très prudemment, pas plus de 50 grammes. Et à l'inverse, des sols sableux, sur des arènes granitiques, sur des schistes, avec des plantes indicatrices que vous connaissez, hein, notamment des châtaigniers, notamment la digitale, etc. Vous pouvez à ce moment-là forcer davantage. Alors, je vais vous montrer ce que c'est. Hein. J'ai pris, je pense que tout le monde a ce type de pot de fromage blanc, 1 kg. Hein, je l'ai taré et je vais vous montrer ce qu'est 50 grammes et puis ensuite ce qu'est 1 kg. Voilà, donc là j'ai 45 grammes. Voilà, donc c'est une petite boîte hein, issue de les petites boîtes dans lesquelles il y a du maïs grain qu'on utilise pour agrémenter les salades. Vous voyez qu'une de ces boîtes rases, c'est à peu près 50 grammes. Une deuxième dose et je devrais être à peu près à mes 100 grammes, même un peu plus. Hein. Donc, voilà une centaine de grammes de cendres devant vous. Ça, c'est donc, on va dire, un maximum pour 1 mètre carré de potager. Alors notez bien, hein,
puisque je parle de cendre, c'est-à-dire de cette poussière gris noirâtre. Souvent, ce qu'on appelle cendre, quand on a un barbecue ou une cheminée à feu ouvert, les cendres renferment aussi une part de braises qui se sont éteintes, noires. Ça, c'est du charbon de bois. Il ne compte pas dans les cendres. Il n'aura pas du tout l'effet de restitution de minéraux et il n'aura pas du tout cet effet alcalinisant réservé aux éléments minéraux contenus dans les cendres. Donc, oxyde de calcium, ce qu'on appelle la chaux, oxyde de magnésium, oxyde de phosphore, etc. Voilà, alors vous retrouvez donc ici les framboisiers taillés récemment. Et donc, suite de l'opération, j'ai mes 100 grammes de cendre, 1 mètre carré, bon, la largeur du rang c'est un peu plus de 1 mètre, 1 mètre 50, donc un peu moins de 1 mètre linéaire, et l'endroit sur lequel je devrais répartir ces cendres-là. Donc, je vais les mettre ici, tout le long. Ne vous inquiétez pas si ce n'est pas très régulier. Ensuite, vous voyez bien que je ne pèse pas, je continue sur ma lancée. Les organismes du sol, notamment les champignons, qui vont proliférer dans ces feuilles mortes, vont se charger de rendre tout ça soluble et vont se charger de le rendre assimilable, voire de le fournir directement à mes plantes. Les framboisiers, donc comme beaucoup de plantes qui font des fruits, ont des besoins relativement élevés en potassium. Donc ça tombe bien, c'est pour ça qu'ici, chaque année, je mets des quantités relativement plutôt limitées, mais plutôt souvent, régulièrement. Retenez ce principe, avec des produits qui peuvent être potentiellement nuisibles, on va dire, qui peuvent avoir un effet anesthésiant, stérilisant sur le sol. Donc voilà, j'ai pratiquement mis ce 3/4 de seau sur 2 fois 9 mètres. Chacune de ces rangées fait 9 mètres. Donc je disais que quand vous manipulez des produits qui peuvent avoir un effet violent sur la chimie du sol, comme par exemple ici ces cendres à travers leurs oxydes, la chaux qu'ils renferment, mais c'est vrai aussi si vous manipulez des engrais, y compris les engrais organiques bio. C'est vrai si vous voulez, sur des sols acides, remonter le pH par des opérations bien conduites de chaulage, préférez y aller doucement, mais régulièrement, plutôt que des apports massifs irréguliers. Si vous y allez doucement, les organismes vivants ont le temps de réagir, de s'adapter. Ce ne sera peut-être pas les mêmes, certains n'aimeront pas, mais le vide qui se créera du fait qu'ils régressent sera remplacé par d'autres qui sont moins sensibles à ça ou qui au contraire peuvent bien le valoriser. Donc si vous y allez doucement, votre système vivant a le temps de s'y adapter. Si vous y allez brutalement, c'est comme pour le labour, c'est comme pour toutes ces actions de l'homme qui peuvent être maltraitantes, vous obtenez, en tout cas dans un premier temps, un effet négatif. Retenez la leçon, y aller mollo et souvent, et vous ne pouvez pas faire de grosses catastrophes. Si votre sol est déjà naturellement alcalin sur des socles calcaires, etc., mollo. Si c'est un sol équilibré comme le mien, ou carrément si c'est un sol acide, allez-y plus franchement encore. Voilà, vous m'avez souvent posé cette question des cendres, donc j'ai fait un ensemble sur une réflexion, on va dire, un peu plus large que le potager, et aussi sur l'utilisation de ces cendres.
Allez, ciao, à une prochaine.